Bonjour, je m'appelle Sarah. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire d'Élise, intitulée Ma famille m'a mise à la porte sous la pluie quand j'étais sans emploi. 5 ans plus tard, ils sont revenus frapper à ma porte. Je n'ai rien dit. J'ai juste passé un coup de fil. Eh bien, c'est parti. Je m'appelle Élise, j'ai 32 ans aujourd'hui, mais cette histoire commence bien plus tôt. J'ai grandi dans une banlieue de Lyon. Ma famille appartenait à la classe moyenne. Mon père, Thomas, était cadre dans une compagnie d'assurance. Ma mère, Lydie, comptable. Et il y avait mon grand frère, Julien, de 3 ans mon aîné. Julien, c'était leur préféré. C'était évident. Ils misaient tout sur lui. À ses 16 ans, ils lui ont offert une voiture neuve. Ils ont payé ses études dans une université privée hors de prix. Ils l'emmenaient chaque été dans des stations balnéaires luxueuses. Moi, c'était différent. À 16 ans, j'ai commencé à travailler chez Monoprix pour économiser pour mes études. Pendant que Julien partait en vacances avec nos parents, je passais mes étés chez ma grand-mère Dorothée, dans la région voisine. C'était la seule qui se souciait vraiment de moi. C'est elle qui m'a appris à être indépendante. Elle me disait toujours « Ne dépends de personne, construis ta propre vie ». À 18 ans, j'ai décidé de faire des études de design web. J'adorais créer, concevoir des sites, imaginer des visuels. C'était ma passion. Mais quand j'en ai parlé à mes parents, ils ont détesté l'idée. Le design web, a dit mon père avec dégoût. C'est absurde, fais plutôt de la finance, quelque chose de sérieux. Tu ne gagneras jamais ta vie avec ça, a ajouté ma mère. Et Julien a ri. Tu finiras au chômage, bon courage. Ils ont refusé de m'aider, pas un centime. Alors je me suis débrouillée seule. J'ai emménagé dans un petit appartement avec 2 colocataires. J'ai suivi des cours dans une école locale et travaillé 40 heures par semaine, sur 2 emplois. J'étais épuisée, mais j'ai tenu bon. Après 2 ans, j'ai intégré l'université régionale. Je dormais à peine, mais à 22 ans, j'ai obtenu mon diplôme. Ensuite, j'ai déménagé à Bordeaux et trouvé un poste de web designer dans une petite agence numérique. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Je partageais un appartement avec une colocataire, Morgane. On s'en sortait comme on pouvait. Je ne parlais presque plus à mes parents. Je leur envoyais juste une carte pour les fêtes. La seule à qui je donnais encore des nouvelles, c'était ma grand-mère Dorothée. Une année, je suis rentrée pour Noël. Quelle erreur! Pendant tout le séjour, ils n'ont parlé que de Julien, de son travail formidable, de sa réussite, et de ma carrière inutile. Je n'y suis jamais retournée après ça. Je me suis concentrée sur mon travail. Je progressais, j'apprenais, je faisais des heures supplémentaires. Petit à petit, je me suis fait une place. Mais à 27 ans, tout s'est effondré. Un matin, en arrivant au bureau, j'ai trouvé une note sur la porte. L'agence avait fait faillite. Tout le monde était licencié, sans préavis, sans indemnité. J'étais anéantie. J'y avais travaillé 5 ans. Au même moment, Morgane m'a annoncé qu'elle emménageait chez son copain. Je ne pouvais pas payer le loyer seul. J'ai cherché un nouveau travail aussitôt, des centaines de CV envoyés, des dizaines d'entretiens, rien. 3 mois ont passé. Mes économies étaient épuisées. J'ai reçu un avis d'expulsion. J'étais désespérée. Alors j'ai fait ce que je m'étais juré de ne jamais faire, j'ai appelé mes parents. Papa, j'ai besoin d'aide. J'ai perdu mon travail et je vais être expulsée. Peux-tu me prêter 2000 € juste pour le mois? Je te rembourserai dès que je retrouve un emploi. Silence. Puis mon père a dit. Ce sont les conséquences de tes mauvais choix. Papa, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas t'aider. On finance le MBA de Julien. Tu as fait ton lit, maintenant dors dedans. Maman? Ton père a raison, Élise. Nous ne paierons pas pour tes erreurs. Ils ont raccroché. Je suis restée là, seule, le téléphone à la main. Je n'avais plus d'option. J'ai tout mis dans ma voiture, quelques vêtements, mon ordinateur, quelques souvenirs. Un soir d'octobre, sous une pluie battante, j'ai roulé jusqu'à leur maison. Je me suis dit que s'ils me voyaient en personne, ils accepteraient peut-être que je reste quelques semaines. J'ai sonné. Mon père a ouvert. « Élise ?» dit-il, surpris mais sans joie. « Papa, je n'ai nulle part où aller. Je t'en supplie, laisse-moi rester un peu. » « Non » a-t-il répondu froidement. « Tu dois assumer tes choix. » Ma mère est apparue derrière lui. « Nous avons une réunion du syndic demain, ce n'est pas le moment. »« Maman, je vous en prie. »« Non. » Et la porte s'est refermée. Je suis restée dehors, trempée dans la nuit. Mes parents venaient de me laisser sous la pluie, sans abri. J'ai essayé d'appeler ma grand-mère Dorothée. Pas de réponse. 3 appels. Rien.
Alors je suis repartie et j'ai dormi cette nuit-là. Sur le parking d'un supermarché Carrefour. Je vivais dans ma voiture, garée sur un parking. J'ai fait ça plusieurs jours. Je dormais dans mon siège, roulé dans une couverture. Je prenais des douches à la salle de sport Fiforme grâce à un pass à la journée. Le reste du temps, je cherchais du travail. Je remplissais des candidatures dans des cafés et des petits restaurants, n'importe quoi pour gagner ma vie. Un après-midi, j'étais installée dans un café Mocha, à travailler sur mon ordinateur, quand une voix m'a appelée. « Élise ?» J'ai levé la tête. C'était Carla, une fille avec qui j'étais allée au lycée. « Carla. Salut. » Elle m'a dévisagée. « Tu vas bien ? On dirait que tu sors d'une épreuve. » Et là, j'ai fondu en larmes. Impossible de me retenir. Tout le stress, la peur, la honte, tout est sorti d'un coup. Carla s'est assise en face de moi. « Raconte-moi tout. » Je lui ai expliqué, la perte de mon emploi, l'expulsion, mes parents qui m'avaient rejeté, ma vie dans la voiture. Carla m'a regardé droit dans les yeux. « Tu viens chez moi maintenant. Pas de discussion. J'ai une chambre libre. » Elle m'a emmenée chez elle. Elle m'a nourrie, m'a laissé prendre une vraie douche, m'a offert un lit. Le lendemain matin, elle a passé quelques coups de fil. Son compagnon, David, dirigeait un petit studio de design graphique. Elle m'a décroché un entretien le jour même. Je l'ai rencontré dans ses bureaux, modernes, lumineux, avec de grandes baies vitrées et des murs blancs impeccables. Je lui ai montré mon portfolio. Il m'a embauché sur le champ. « Tu commences lundi » m'a-t-il dit. Ce n'est pas un salaire énorme, mais c'est déjà un début. J'ai commencé à travailler le lundi suivant. Le studio comptait 3 autres designers. David m'a confié d'abord des projets simples, présentation client, visuel pour les réseaux sociaux, identité graphique de base. Le salaire n'était pas fabuleux, mais suffisant pour manger, mettre de l'essence et avoir un toit chez Carla. Je travaillais sans relâche. Je restais tard. Je prenais des projets supplémentaires. Je voulais prouver ma valeur. Après tout ce que j'avais traversé, je ne pouvais pas échouer. 2 semaines plus tard, David m'a appelé dans son bureau. « Tu es vraiment douée, Élise. Je t'augmente et je te confie plus de responsabilités. » J'ai failli pleurer de soulagement. La même semaine, j'ai reçu un appel d'une femme nommée Marguerite. C'était la voisine de ma grand-mère Dorothée. « Est-ce bien Élise ? » ? « Oui, c'est moi. Ta grand-mère est à l'hôpital. Une pneumonie. C'est grave. Elle demande après toi. » Mes mains tremblaient. Voilà pourquoi elle n'avait pas répondu à mes appels quand j'étais devant la maison de mes parents. J'ai tout de suite dit à Carla. « Je dois aller la voir. »« Je t'emmène » a-t-elle répondu sans hésiter. Nous avons roulé 3 heures jusqu'à la ville où vivait ma grand-mère. Quand je suis entrée dans sa chambre, je l'ai à peine reconnue. Si frêle, branchée à des machines. Mais en me voyant, son visage s'est illuminé. « Élise, ma chérie. » Je me suis assise à son chevet, lui ai pris la main. « Je suis là, mamie. J'ai voulu te rappeler, mais je suis tombée malade si vite. Ne t'inquiète pas. Je suis là maintenant. » Carla est rentrée à Bordeaux le lendemain, mais moi, je suis restée. David m'a donné congé sans hésiter. J'ai passé chaque jour avec ma grand-mère. Elle m'a raconté des histoires sur mon père, sur son enfance, avant qu'il ne devienne si froid. Elle m'a parlé de mon grand-père, mort avant ma naissance. Et elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Le 3e jour, elle m'a demandé d'ouvrir le tiroir de sa table de nuit. Il y a une enveloppe. Prends-la. À l'intérieur, des clés et des documents officiels. C'est pour mon petit cottage, dit-elle. L'acte de propriété, les clés, tout. Et il y a aussi les informations de mon compte épargne. Tout est à toi, Élise. Mais non, mamie, tu vas guérir. Elle a souri tristement. Nous savons toutes les deux que non. Tu mérites un vrai foyer. Construis ta vie. Je t'aime, mamie. Je t'aime aussi, ma douce. Plus que tu ne peux l'imaginer. Cette nuit-là, elle est partie doucement pendant que je tenais sa main. Les funérailles ont eu lieu 2 jours plus tard. Mes parents étaient là. Julien aussi. Ils avaient l'air ennuyés, presque pressés d'en finir. Après la cérémonie, le notaire de ma grand-mère a réuni tout le monde dans son bureau. Il a commencé la lecture du testament. À ma petite fille Élise, je lègue mon cottage, son mobilier, ainsi que mon compte épargne contenant environ 45 000 €. Un silence total. Puis mon père s'est levé, furieux. C'est inacceptable. Ce bien devrait revenir à nous. Ma mère a ajouté. C'était ma mère. Cette maison devrait m'appartenir de droit. Le notaire a répondu calmement. Le testament est parfaitement valide. Elle a manipulé une vieille femme.
a crié mon père en me désignant. Je lui ai juste rendu visite, ai-je murmuré. Vous ne l'avez jamais fait. Julien s'est levé à son tour. Ce n'est pas juste. On n'a plus besoin de cet argent qu'elle. Le testament est définitif, a répété le notaire. La réunion est terminée. Ils ont quitté la pièce en claquant la porte. 2 semaines plus tard, j'ai emménagé dans le cottage de ma grand-mère. Il était ancien, un peu délabré, mais il m'appartenait. J'ai tout rénové, peinture, plomberie, électricité, parquet. J'ai redonné vie à son jardin, planté ses fleurs préférées. Et grâce à David, j'ai pu travailler à distance. J'ai installé mon bureau dans la chambre d'amis et j'ai repris mes projets de design, sereine pour la première fois depuis longtemps. En plus de mon travail pour David, j'ai commencé à accepter des projets en freelance. Je travaillais pour lui la journée, puis pour mes propres clients le soir. L'un de mes premiers clients s'appelait Romain André, le propriétaire d'une petite librairie indépendante du coin. On s'était rencontrés un jour où j'étais venue acheter des livres. On avait discuté de design et il m'avait engagé pour repenser toute l'identité visuelle de sa boutique. Après ça, d'autres clients sont venus. Le bouche à oreille a fait son effet et mon activité a grandi. 1 an après mon installation dans le cottage, j'ai officiellement créé Horizon Créatif, mon propre studio de design. Je m'étais spécialisée dans l'image de marque pour les petites entreprises. Je travaillais sans arrêt, mais j'adorais ça. C'était enfin la vie dont j'avais rêvé. 5 ans ont passé. Le cottage était totalement rénové. Chaque pièce respirait la sérénité. J'avais transformé l'ancien garage de ma grand-mère en vrai bureau professionnel, embauché 3 collaborateurs, et mes revenus étaient stables. Et puis, au fil des années, Romain et moi étions devenus proches. Ce qui avait commencé comme une simple collaboration s'était transformé en amitié, puis en amour. Nous sortions ensemble depuis presque 1 an. J'étais heureuse. Vraiment heureuse. J'avais une maison que j'aimais, un travail que j'avais bâti de mes mains, et des gens qui tenaient à moi. 5 ans plus tard, j'ai reçu un message de Julien. On n'avait pas parlé depuis tout ce temps. Salut Élise, j'ai entendu dire que ton entreprise marche bien. J'aimerais qu'on reprenne contact. On est une famille après tout. Je suis restée longtemps à regarder ce message. Je ne lui faisais pas confiance, mais j'étais curieuse de savoir pourquoi il me contactait maintenant. Je l'ai rappelé. Que veux-tu, Julien? Juste parler, dit-il d'un ton trop aimable. J'ai repensé à la famille, à ce qui compte vraiment. J'aimerais te rendre visite, voir ta maison. Quelque chose sonnait faux, mais j'ai accepté. D'accord. Une visite, samedi après-midi. Pas plus de quelques heures. Parfait, dit-il. Je viendrai avec papa et maman. Avant que je puisse refuser, il avait déjà raccroché. Le lendemain, ma mère m'a appelé. Ma chérie, j'ai tellement hâte de voir ce que tu as fait du cottage de maman Dorothy. C'est mon cottage maintenant, ai-je répondu. Bien sûr, je voulais juste dire que c'est formidable que tu l'aies si bien restauré. La famille, c'est important, tu ne trouves pas? On se voit samedi, ai-je dit avant de raccrocher. Samedi est arrivé. Mes parents et Julien sont venus dans l'après-midi. Ils ont tout inspecté, la cuisine refaite, le parquet remis à neuf, le jardin fleuri, le garage transformé en bureau. Nous avons déjeuné ensemble. J'avais préparé des sandwichs et une salade. La conversation était polie, superficielle, pendant 20 minutes. Puis mon père est passé à l'essentiel. Élise, cette maison est trop grande pour toi seule, non? C'est un peu du gâchis. J'aime avoir de l'espace, ai-je répondu. Ma mère a enchaîné. Ce que ton père veut dire, c'est que nous pensons qu'il serait logique que nous emménagions ici. J'ai reposé mon sandwich. Pardon? On est une famille, dit Julien. Et tu as tellement de place. Non, ai-je répondu immédiatement. Écoute-nous, dit mon père. Julien pourrait utiliser ton bureau pour son entreprise. Ta mère et moi prendrions la grande chambre. Et toi, tu pourrais dormir dans l'une des petites. Je les ai regardés, incrédules. Vous êtes complètement fous? C'est ma maison. La famille s'entraide, répéta ma mère d'une voix douce. Ah oui? Comme vous m'avez aidé quand je dormais dans ma voiture? Ou quand je vous ai supplié de me prêter 2000 € et que vous avez raccroché? Mon père a haussé le ton. Ce n'était pas pareil. Ah non? En quoi? Ai-je crié. Nous avions nos raisons, dit ma mère, gênée. Je me suis levée. Sortez de chez moi. Maintenant. Tu fais une énorme erreur, lança mon père, rouge de colère. Dehors. Julien s'est levé à son tour. Tu vas le regretter. J'en doute fort, ai-je dit. Ils sont partis, mais je savais, en voyant le regard de mon père, que ce n'était pas fini.
3 semaines plus tard, Romain et moi sommes partis pour une conférence sur le design et le marketing digital à Lille. C'était un événement de 3 jours qu'on attendait depuis des mois. Tout se passait bien, jusqu'au 2e jour. Vers midi, j'ai reçu un message de Marguerite, l'ancienne voisine de ma grand-mère. « Élise, il y a des gens chez toi. Je les ai vus entrer avec des cartons. » Mon cœur s'est serré. J'ai ouvert l'application de surveillance sur mon téléphone. Et là, sur les caméras, mon père à ma porte arrière, en train de forcer la serrure avec des outils. Puis mes parents et Julien entrant, portant des valises et des boîtes. Ils s'installaient chez moi. J'ai appelé Julien, les mains tremblantes. « Mais qu'est-ce que vous faites ? » « On emménage, répondit-il calmement. C'est une maison familiale. On a le droit d'être ici. Vous avez fracturé ma porte. Non, on est de la famille. Et si tu tentes quoi que ce soit, on contestera le testament. On dira que mamie n'était plus lucide. Tu mens. Et c'est pour voir, a-t-il rétorqué. Cette maison aurait dû être à nous depuis le début. On ne fait que reprendre ce qui nous revient. Et il a raccroché. Je me suis tournée vers Romain. Il faut rentrer. Tout de suite. On a quitté l'hôtel, pris la voiture, et roulé 4 heures d'une traite. J'étais furieuse. Quand on est arrivé devant le cottage, j'ai vu leur voiture garée devant. Ils étaient vraiment là. J'ai ouvert la porte. Et j'ai découvert ma maison envahie. Mes meubles déplacés, leurs photos accrochées au mur. Les vêtements de mon père dans mon armoire. Les produits de beauté de ma mère dans ma salle de bain. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» lança mon père en me voyant entrer. « Tu n'étais pas censé rentrer avant demain. »« Sortez de chez moi, ai-je dit froidement. »« Non, répondit-il, les bras croisés. Tu n'as même pas de vraie famille. Pas de mari, pas d'enfant. Tu es seul. Nous, on a besoin de cette maison. Plus que toi. C'est ma maison, ai-je répliqué. Grand-mère me l'a léguée. On verra bien, dit ma mère. Nous ne partirons pas. J'ai sorti mon téléphone. Très bien. J'appelle la police. Vas-y, répondit mon père. On leur dira qu'on est de la famille et que tu nous as invités. J'ai les images de surveillance où on te voit forcer la serrure, ai-je dit. C'est une effraction. Son visage est devenu blême. J'ai composé le 17. Je voudrais signaler un cambriolage. Ma famille est entrée par effraction et refuse de partir. 20 minutes plus tard, 2 agents sont arrivés. Je leur ai montré les vidéos, on y voyait clairement mon père crocheter la serrure et les 3 entrées sans autorisation. Vous avez 30 minutes pour rassembler vos affaires et quitter les lieux, a dit un policier. Sinon, on vous arrête. Ma mère a éclaté en sanglots. Nous n'avons nulle part où aller. Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu. Ils ont commencé à tout ramasser à la hâte, vêtements, cartons, objets, furieux, mais impuissants. Quand ils sont enfin partis, les policiers m'ont aidé à déposer une plainte officielle. J'ai remis toutes les vidéos, et j'ai obtenu une ordonnance d'éloignement temporaire contre les 3. Quelques jours plus tard, la police m'a appelé. Ils avaient fouillé leur téléphone et trouvé un groupe WhatsApp intitulé Plan familial, avec mes parents et Julien. Le détective m'a montré les messages, il préparait l'intrusion depuis des semaines. Elle est seule et faible. Elle finira par céder, écrivait mon père. Si elle résiste, on la menace de contester le testament, disait Julien. On mérite cette maison plus qu'elle, ajoutait ma mère. Lire ces messages m'a brisé le cœur, puis m'a mise en colère. Ce n'était pas un élan de désespoir, c'était calculé. Le procureur a inculpé mon père et Julien pour effraction. Ma mère n'a pas été poursuivie, les vidéos montraient qu'elle était entrée après que la porte ait été ouverte. 3 semaines plus tard, une audience a eu lieu. Mon père et Julien ont plaidé coupables et obtenu une peine avec sursis, pas de prison, mais 1 an de probation. Le juge a prolongé l'ordonnance d'éloignement. Interdiction de me contacter ou de s'approcher à moins de 150 mètres pendant 2 ans. Je suis rentrée chez moi épuisée, mais soulagée. C'était enfin terminé. 1 semaine plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite. Elle venait de ma mère. J'ai hésité à la jeter, mais je l'ai ouverte. C'était une vraie lettre d'excuse. Elle écrivait qu'ils avaient échoué en tant que parents, qu'ils avaient toujours favorisé Julien et m'avaient négligé. Qu'ils avaient confondu réussite et amour. Elle m'apprenait aussi qu'ils avaient tout perdu. Mon père avait été licencié de sa compagnie d'assurance pour faute grave. Julien avait perdu toutes ses économies dans des placements en crypto-monnaie, et qu'il vivait maintenant dans un petit appartement modeste. Elle concluait. Je ne demande pas ton pardon. Je veux juste que tu saches que je comprends enfin combien nous avons eu tort. J'espère que tu seras heureuse, Élise. Tu le mérites.
J'ai lu la lettre 3 fois. Puis j'ai écrit une réponse courte. Je reconnais ton excuse. Je te remercie d'avoir compris enfin ce que vous m'avez fait. Mais je ne suis pas prête à vous reprendre dans ma vie. Peut-être que je ne le serai jamais. Je dois avancer sans vous. Je l'ai posté et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Et ça m'allait très bien. La vie a continué. Mon entreprise a grandi. J'ai embauché une nouvelle graphiste, pris de plus gros contrats. Horizon Créatif commençait à se faire un nom dans la région. Romain et moi étions plus proches que jamais. Il était doux, patient, encourageant. Il croyait en moi. Il ne me rabaissait jamais. Il était tout ce que ma famille n'avait jamais été. Un soir, presque un an après l'incident, on dînait dans le jardin de grand-mère, sous le grand chêne. Le soleil se couchait, la lumière dorée se reflétait sur les verres. Romain s'est agenouillé et a sorti une bague. Élise, tu es la femme la plus forte et la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Veux-tu m'épouser? Les larmes me sont montées aux yeux. Oui, bien sûr que oui. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Une petite cérémonie dans le jardin, entourée seulement de nos vrais amis. Pas de famille, juste des gens qui nous aimaient vraiment. C'était parfait. Par des connaissances, j'ai eu des nouvelles de ma famille parfois. Mon père avait sombré dans l'alcool. Mes parents ne se parlaient presque plus. Julien était parti s'installer à Nice, essayant de recommencer une nouvelle vie dans la vente. Et ma mère avait demandé le divorce. Je n'ai rien ressenti. Ni tristesse, ni colère. Rien. Ils avaient fait leur choix. C'étaient là les conséquences. Ma vie était belle maintenant. Vraiment belle. Horizon Créatif prospérait. Romain et moi étions heureux. Nous avions transformé le vieux cottage en un vrai foyer. Et j'étais enceinte. 3 mois déjà. Nous l'avions appris quelques semaines plus tôt. Je pensais souvent à grand-mère Dorothée. À la façon dont elle avait cru en moi quand plus personne ne l'avait fait. À ce qu'elle m'avait transmis, cette base solide qui m'avait permis de tout reconstruire. J'aurais aimé qu'elle me voie aujourd'hui. Je crois qu'elle serait fière. Un dimanche après-midi, je travaillais dans le jardin. Romain préparait le déjeuner à l'intérieur. Je plantais de nouvelles fleurs dans les massifs que grand-mère aimait tant. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité à répondre, puis j'ai décroché. Élise. C'était la voix de ma mère. L'ordonnance d'éloignement a expiré le mois dernier, dit-elle doucement. Je voulais simplement te dire que je suis heureuse pour toi. J'ai appris que tu t'es mariée et que tu attends un enfant. Je suis restée silencieuse. Je ne te demande pas de me laisser entrer dans ta vie, continua-t-elle. Je sais que je n'en ai pas le droit. Je voulais juste que tu saches que je suis fière de toi. Tu as bâti quelque chose de beau, à partir de rien. Tu seras une merveilleuse mère. Merci, ai-je murmuré. C'est tout ce que je voulais dire, répondit-elle. Prends soin de toi, Élise. Puis elle a raccroché. Je suis restée là, debout dans le jardin, le téléphone à la main. Une part de moi se sentait triste. Triste pour tout ce qui aurait pu être. Si mes parents avaient été d'autres personnes. Mais surtout, je me sentais reconnaissante. Reconnaissante pour la vie que j'avais construite. Pour Romain. Pour le bébé qui grandissait en moi. Et pour grand-mère Dorothée, qui m'avait donné la chance de bâtir ce nouveau départ. J'ai rangé mon téléphone, et j'ai recommencé à planter mes fleurs. C'était ma vie maintenant. Ma maison. Ma famille. Mon avenir. Tout ce pour quoi j'avais travaillé. Tout ce que je méritais. Et j'étais heureuse.